Yann Gourvenec, bonjour. Bonjour Thierry. Première question très générale et difficile d'ailleurs. Quelle perspective pour le marché de la data marketing et plus particulièrement en B2B? Alors c'est effectivement une question très difficile, merci de me l'avoir posée. Le marché de data marketing aujourd'hui, c'est un marché estimé à environ 20 milliards d'euros mondial, qui devrait évoluer vers 40 à peu près dans les 5 prochaines années. C'est-à-dire un marché qui est à la fois grand et en même temps qui a de fortes perspectives d'avenir, parce que ça reste encore à l'échelle du monde assez modeste, donc c'est en plein devenir. C'est un marché, alors vous me parlez du marketing B2B. Le marketing B2B, c'est très large. Ça va depuis la vente de trombones et de papier pour mettre dans son imprimante, jusqu'à la vente d'une centrale nucléaire ou d'un Rafale. Donc, et au milieu, bien entendu, il y a tout un tas de choses. Donc c'est très difficile de répondre à cette question de manière péremptoire. D'autant plus qu'en fait, on ne sait pas vraiment combien représente le B2B par rapport à l'ensemble du marché. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est combien représente le B2B à l'intérieur de l'e-commerce. Ça, c'est important. Alors, en France, on ne sait pas trop, mais au Royaume-Uni, on le sait, en 2019, pour un marché de 600 milliards à peu près de livres sterling au Royaume-Uni, donc à la fois divisé à moitié entre le web et l'EDI, donc à peu près 300 milliards de DI et 300 milliards de web, et vous avez à peu près la moitié des 300 milliards qui est dédié au B2B. Donc si je compte bien, le B2B, ça représente à peu près les 3/4 du marché. Ce qui est logique, hein, c'est ce qu'on sait, c'est difficile de le mesurer, mais on sait à peu près. Donc ce qu'on pourrait dire par projection, c'est que le data marketing a un fort avenir dans le B2B, notamment dans le e-commerce B2B, qui est probablement le secteur d'avenir dans le e-commerce, hein, puisque, comme je viens de le dire, déjà il représente une grosse part du marché au Royaume-Uni, en France beaucoup moins, et qu'il est en forte progression, et c'est probablement là qu'on va voir l'avenir. Alors après, est-ce que le data marketing va jouer le même rôle dans la vente complexe? Certainement pas, et on ne parle certainement pas du même data marketing, on parle plus de données discrètes sur des données, des signaux d'affaires, comme on connaît bien chez Sparklet. Deuxième question, les canaux de communication de demain en B2B, notamment je pense dans le cadre de la prospection, et je pense aussi à un canal, l'email. Quel avenir pour l'email? L'avenir pour l'email, vous savez, l'email c'est un peu comme les blogs, hein. Ça fait 25 ans qu'on les pratique professionnellement, et ça fait 25 ans qu'on nous dit que c'est mort. Et c'est pas mort. Il est toujours là. Oui, par contre, ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile et il y a un effet de lassitude important autour des newsletters. Il y a eu un gros engouement autour des newsletters il y a 2 ans à peu près. Des newsletters éditorialisés. Il y a des services d'ailleurs en ligne qui sont lancés avec grand succès là-dessus. Et puis aujourd'hui, on voit un ralentissement autour de cela. Ceci étant, c'est toujours la même chose. Notamment en B2B, il faut travailler sa base de données en propre, travailler ce qu'on appelle Zero et First Party Data, donc en bon français, donc les données de première main, si on veut dire, qui sont les données qui vous appartiennent, bien entendu, plutôt que les clients vous ont prêté, et qu'il faut chérir et maintenir de façon religieuse. Et si vous le faites, eh bien, vous aurez toujours de bons résultats sur vos emailing, à condition, bien entendu, d'offrir à vos clients des contenus de qualité qui soient situés principalement autour de leurs préoccupations, hein, puisqu'on est dans le B2B, leurs problèmes, l'évangélisation, la naissance de nouvelles catégories. Comme on est en train de faire aujourd'hui, là, on répond finalement à des interrogations de professionnels. Et bien c'est ça qu'il faut faire tous les jours, et l'emailing reste et restera un des outils principaux. On n'est pas sans savoir en plus que les médias sociaux aujourd'hui ont un petit coup de mou, et surtout deviennent très grand public, et même certains des réseaux sont en danger en ce moment. Twitter est mis en danger par son propriétaire, les annonceurs fuient le bateau, et donc tenez-en vous à vos first party data, celles-là on ne vous les volera pas. Travaillez vos emails correctement, il y a tellement besoin d'optimiser ces emailing qui sont en général... Les contenus restent très très importants. Les contenus ont toujours été rois, hein, comme vous le savez, c'est Bill Gates qui a dit ça, hein, c'est très vieux, ça a été dit il y a longtemps, et il avait été très visionnaire sur cette chose-là. Mais en fait, très visionnaire et en même temps très historien, parce que le contenu, c'est une vieille histoire.
les leaders et les inventeurs, si on peut dire, du content marketing, hein, c'est John Deere, d'ailleurs c'est du B2B, en 1895. Donc vous voyez, ça fait 128 ans que ça dure. Donc c'est une affaire qui va prendre du temps. Et je pense que d'ailleurs on en reparlera quand vous allez me poser la question sur l'ineffable ChatGPT. Et effectivement, il y a une question prévue là-dessus. Avant cette question, on parle beaucoup du rapprochement des data scientists et des marketeurs. Mais finalement, pour quel type d'innovation? Pourquoi faire? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les data scientists. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fantasmes. Ça date d'il y a une dizaine d'années en fait. On a indiqué que le métier d'avenir, c'était le data scientist. Et ce qui est faux en fait. Le métier d'avenir, c'est le data engineer. Ce qui n'est pas pareil. Le data engineer, c'est celui qui prépare les données, qui les nettoie, qui les corrige, qui fait en sorte que la fameuse base de données first party dont j'ai parlé tout à l'heure n'est pas un tonneau des Danaïdes. D'ailleurs, je pense qu'on avait écrit un article sur le blog de Sparklane où j'avais interrogé quelqu'un de chez vous sur ce sujet-là. Hein. C'est un tonneau des Danaïdes, on remplit, on vide, on remplit, on vide. C'est un travail qui ne se terminera jamais. Et le data engineer est quelqu'un c'est un métier d'avenir. Non, c'est un métier d'aujourd'hui. En fait, c'est un métier de toujours, mais certainement qu'il a été négligé par le passé et qu'aujourd'hui, on se rend compte de son importance. Donc, le rapport entre le marketeur et le data engineer, il devrait être total, parce que sans base de données correcte, vous ne pouvez pas faire de data marketing, vous ne pouvez pas envoyer de campagnes emailing ou encore mieux campagne omnicanal, hein, parce que ce sont des choses qui sont devenues de plus en plus banales dans le grand public. Donc on peut s'attendre à ce que ça arrive assez rapidement et ça se généralise assez rapidement dans le B2B, même si il n'y a pas les mêmes exigences de multiplication de canaux dans le B2B qu'il y a dans le grand public. Dernière question, on parlait tout à l'heure de la production de contenu et de l'arrivée justement de ChatGPT. Donc, quel impact? En fait, c'est pas moi qui vous parle ici aujourd'hui, c'est mon avatar. Hein. J'ai fait écrire mon texte par ChatGPT. C'était pas véritablement intéressant. Donc, on va pas le faire. C'est plus intéressant d'être avec vous physiquement présent, bien réel. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Mais bon, voilà, je pense ChatGPT, c'est toujours comme ça dans l'informatique et dans les télécoms, il y a toujours des engouements. Alors cette année, c'est ChatGPT, l'année dernière, c'était le métavers. Vous avez vu qu'on l'a enterré d'ailleurs en petite pompe la semaine dernière. Et puis l'année d'avant, c'était autre chose. Il y a quelque chose de nouveau tous les ans qui émerveille le monde. Et toujours, j'avais dans notre dernier livre émis une courbe, j'appelle ça la courbe de digestion des technologies. C'est un peu ma version personnelle de Gartner. Quand vous avez une technologie qui sort, je reviendrai là-dessus dans une seconde, qui semble sortir, hein, parce que le grand public découvre toujours les trucs 10 ans après l'arrivée de la chose, il y a un émerveillement. Il y a un émerveillement parce que la technologie va sauver le monde. Je crois. Ou une angoisse. Voilà. Non, pas ou une angoisse. Et une angoisse. Et vous savez, la fameuse courbe de digestion des technologies est intéressante pour ça. C'est pas blanc ou noir, c'est blanc et noir. Et vous avez toujours, quelle que soit la technologie et quelle que soit l'époque, vous l'avez toujours et vous l'aurez toujours à peu près à égale valeur, des gens qui s'émerveillent sur cette technologie qui va sauver tous les problèmes du monde et d'autres qui vont s'effrayer sur le fait qu'elle va justement tout détruire sur son passage. Voilà. La réalité, c'est qu'au milieu intervient une période de 10 à 20 ans pendant laquelle on digère. Donc là, vous avez 10 ans devant vous, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé ma carrière dans l'intelligence artificielle, ça fait 40 ans que je la digère, donc vous pouvez bien digérer pendant 10 ans. Donc dans 10 ans, dans 15 ans, on verra, on en reparle. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des outils d'intelligence artificielle. Alors déjà, l'intelligence artificielle, c'est un terme vague et imparfait. Je veux dire, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y en a plein. Il y a plein de types d'usages et il y a plein de types d'algorithmes. Donc là, on parle des algorithmes de diffusion. Donc là, dans le cadre de ChatGPT, on parle d'algorithmes d'attention et dans le cadre des générateurs d'images, on parle d'algorithmes de diffusion. Les logiques sont un peu différentes, mais ce sont des algorithmes de prédiction statistique en fait. Hein. Il fait de la statistique, il fait de la probabilité, hein, et il vous remplit une page basée sur des mots-clés. Alors,
D'abord, c'est pas nouveau. Hein. GPT, ça a été lancé en 2017. Depuis 2017, il y a déjà eu beaucoup d'outils qui sont branchés sur ces API d'IA générative. Il y en a une notamment qui existe depuis longtemps qui s'appelle Writer, lytr.com, et qui font un travail de démonstration assez impressionnant. C'est un peu comme un élève de première année qui ne connaît pas son sujet et qui, ayant peur d'avoir une mauvaise note, vous remplit 3 pages. C'est à peu près ça. Donc vous lui donnez des mots-clés et il fait de la page, il pisse de la copie comme on dit chez les journalistes. Hein, voilà, donc il pisse de la copie et il vous pond, voilà, si vous voulez la réponse à vos questions, elles sont là. Et vous n'irez pas très loin avec ça parce que déjà, ça part d'un principe, c'est que ça vous donne une réponse. Mais le problème, c'est que le monde n'est pas... votre question, par exemple, sur le développement du data marketing en B2B, il n'appelle pas une réponse. Blanc, noir, vrai, faux, 1 million de dollars, 300 millions de dollars. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le monde est complexe, heureusement. C'est une réponse d'ailleurs qui m'intéressait. Voilà, et c'est ce monde complexe qu'il faut saisir, et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'on est là autour de nous. Et d'ailleurs, on peut faire confiance à l'homme d'ailleurs pour tout complexifier. Il adore complexifier l'homme. Mais peut-être parce que c'est notre nature. Hein. Et donc ces machines, elles ont quoi comme intérêt? Ça dépend. Ça dépend de l'outil. Si vous me dites les IA génératives en termes d'image, alors là, d'accord. Là, je veux bien que vous me disiez que c'est bluffant, parce que c'est bluffant. Pourquoi? Parce que ça permet immédiatement d'obtenir un résultat immédiatement utilisable dans certaines conditions. Tout ce qui est important, c'est dans certaines conditions, et qui vous permet de faire des choses qui n'est pas possible de faire autrement. D'ailleurs, si vous allez sur Visionary Marketing, ce dont je ne doute pas, vous y allez certainement tous les jours, vous devez voir que déjà depuis 5 ou 6 mois, nous utilisons alors Midjourney, parce que dans sa version 4, depuis sa version 4, parce que les versions antérieures n'étaient pas utilisables. Et depuis sa version 4, c'est très utilisable, il y a beaucoup de lacunes, mais c'est un outil qui permet de faire des choses, encore une fois dans certaines conditions, je répète, c'est très important, des conditions d'éthique, des conditions de précaution autour de l'utilisation de l'image et de transparence, c'est-à-dire de dire que cette image a été générée avec un outil, mais elle permet de faire des illustrations qui ne seraient pas permis de faire avec, ou tout au moins pas avec autant de facilité ni autant de qualité, c'est surtout ça, la qualité, parce qu'en maîtrisant les prompts, on y arrive. Après, sur la partie écrite, sur laquelle tout le monde a flashé, en fait, je suis désolé, en fait, je ne trouve pas trop d'intérêt. Soit vous faites une démo et vous lui demandez de répondre à une question plus ou moins vaseuse ou plus ou moins théorique. Et à ce moment-là, effectivement, vous êtes impressionné parce que la question est théorique et la réponse l'est tout autant. Soit vous avez une question concrète et vous essayez de bâtir quelque chose dessus. Et je suis désolé, ça ne vous sert même pas pour bâtir un plan. En tout cas, pas dans les domaines complexes et B2B qui nous intéressent. Alors maintenant, si vous me dites, dans d'autres domaines qui sont les domaines B2C ou les domaines du marketing B2B qui sont plutôt de la vente de masse en B2B, les fameux trombones et les feuilles de papier pour mettre dans votre imprimante. Alors là, oui, bien sûr, pour faire une fiche produit, pour décrire un trombone, je ne vais peut-être pas embaucher Thierry Besse et le payer 200 000 € par an. Ça n'a peut-être pas d'intérêt. Je vais avoir une machine, d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des métiers dans la finance, dans l'immobilier, où on utilise déjà ces outils-là pour produire des fiches produits depuis déjà des dizaines d'années. Donc, à partir du moment où vous avez une base de données, on parlait de data marketing, vous avez un produit qui est normé, appartement, 35 mètres carrés, vue sur la Tour Eiffel, une machine fera très bien le boulot pour essayer de rephraser cette chose-là, comme mon fameux étudiant de première année qui vous fera de jolies phrases. Enfin, avec une petite différence, et c'est comme ça qu'on reconnaît l'outil d'ailleurs, c'est que l'outil ne fait pas de faute d'orthographe ni de grammaire, et l'élève de première année, lui, en fait. Donc d'ailleurs, je dis, ça c'est, vous êtes élève de première année, et que vous utilisez ChatGPT pour vos devoirs, faites des fautes d'orthographe. Comme ça, on ne vous reconnaîtra pas. Voilà, donc il ne faut pas concevoir que cet outil est aussi simple que ça. Il n'y a pas de réponse à votre question en oui, blanc, noir non plus. Ce n'est pas un outil inutile, ce n'est pas un outil spécialement renversant non plus. Non, il y a des choses qui sont bluffantes d'un point de vue technique. Effectivement, sa capacité, sa rapidité à générer un contenu, sa capacité
à maîtriser la grammaire et la syntaxe, qui est remarquable. Encore une fois, c'est de la statistique, donc il n'a rien inventé. Il a utilisé des sources d'informations qui sont externes et qui lui ont permis de produire des probabilités, tout bêtement. Mais enfin, c'est quand même bluffant, et surtout la vitesse à laquelle il le fait. Et je dirais, il a réponse à tout, n'importe comment, mais en une vitesse absolument excellente. Après, on va vous dire, mais on va augmenter le corpus de données. Mais augmenter le corpus de données n'est pas forcément non plus une garantie de résultat, une garantie de réussite. D'autant plus que très souvent dans ces algorithmes de gestion de la langue, en fait, le fait d'augmenter le corpus de façon trop importante, parfois peut générer des régressions. Donc, digérons, d'accord, vous en avez pour 10-15 ans. Bon, moi, d'ici là, dans 10 ans de digestion et encore un bel avenir pour l'intervention humaine dans la production de contenu. Merci Yann Gourvenec pour ces échanges très intéressants. Merci à vous.